Alors, je sais pas si vous vous souvenez, au milieu des années 2010, mais le Wu-Tang Clan avait sorti un album, Once Upon a Time in Shaolin, que peu de gens ont écouté puisqu'elle était sortie à un seul exemplaire, cet album avec interdiction de le commercialiser jusqu'en 2100, je crois, quelque chose comme ça. Il avait été vendu 2 millions de dollars, je crois, par un certain Martin Shkreli. Et puis, il y a eu, je crois bien, un autre possesseur quand Martin Shkreli est tombé. Et bref, ça et quelques écoutes privées, pas grand monde a écouté cet album. Et aujourd'hui, on va voir une de ces personnes qui l'a écouté, son ingé mastering. Et oui, parce qu'aujourd'hui, à Electric City, on va interviewer Alan Ward, l'ingé mastering qui a masterisé cet album. Et ça va être hyper intéressant parce que voilà, il a fait ça, mais il a fait aussi plein d'autres choses. Hamza, il a fait pas mal d'albums de Hamza, Dominic A, Simple Minds. Et puis, on va aussi être guidé par Arnaud, que vous connaissez peut-être sous le nom de Soldust. C'est un producteur de musique électronique. Il a fait plein de trucs cool. Il a aussi travaillé comme comme développeur artistique, A&R en anglais. Je sais pas trop comment traduire ça. Donc, il a aidé un peu des labels comme ça. Enfin, il a eu même un label. Il a fait le développement artistique, choisir les artistes, la musique, etc. Donc ça va être hyper intéressant d'avoir quelqu'un comme ça qui a un gros bagage en musique électronique, qui a des jolis crédits en musique électronique, qui est aussi producteur. Et puis Alan, qui a une carrière longue comme le bras, et puis surtout qui est d'origine britannique et qui donc va pouvoir nous raconter la relation absolument étonnante entre le Royaume-Uni et le nord de l'Europe. Moi, je savais pas, en fait, pourquoi tant d'artistes enregistraient comme ça en Europe à une certaine époque. Donc vous allez pouvoir découvrir ça, et puis voilà, vous allez aussi pouvoir découvrir les énormes PMC BB5, les BB5, ces enceintes qui aujourd'hui valent, je sais pas, 150, 200 000 $, un truc comme ça, les énormes enceintes de PMC qui, celles-là, sont assez anciennes, mais qui sont encore assez incroyables pour les avoir écoutées. J'ai encore, je crois bien, la chair de poule, c'est vraiment incroyable. Et évidemment, si vous êtes là, c'est que vous aimez le matériel, les grosses enceintes, mais aussi les petites enceintes, les périphériques analogiques, les casques, etc. Et donc, je vous invite vivement à utiliser mes liens affiliés Thomann. Je vous ai listé le matériel qu'utilisent donc Alan et Arnaud à Electric City. Je vous ai les listés avec les liens affiliés Thomann. C'est-à-dire que si vous cliquez sur ces liens, et moi, je vais avoir une petite partie, une grosse partie, à vrai dire, de votre panier. Plusieurs pourcentages de votre panier vont me revenir. Et ça permet d'avoir les Studio Tour. Aujourd'hui, ces Studio Tour que vous voyez et que vous aimez tant, c'est principalement les liens affiliés Thomann qui me permettent de faire ça. Donc je vous invite vivement à les utiliser. Cerise sur le gâteau, Thomann garde les cookies 14 jours. Donc même si vous cliquez aujourd'hui juste pour regarder un périphérique analogique que vous n'allez pas vous payer, vous pouvez revenir dans 10 jours et vous payer vos cordes de guitare sans forcément utiliser mon lien, mais juste avec le même navigateur, et ceci grâce aux cookies. Bref, je vous invite donc à cliquer sur ces liens pour me soutenir à avoir plus de Studio Tour. Sans plus attendre, je vous laisse à la découverte de Electric City à Bruxelles. C'est Alan et Arnaud qui nous guident. Bon visionnage. Alors, on est où ici du coup ? C'est Electric City Mastering, mais c'est chez moi ici. Et Electric City Mastering, c'est pas... Ah, c'est pour ça que c'est aussi bien, c'est aussi agréable. Alors, on dirait un salon, en fait, c'est un salon. C'est son chez moi, voilà, exactement. Très bien. Tu nous guides ? This way. You have the corridor with some of the records I've done, quelques-uns des disques que j'ai faits. Voilà, encore empilés contre le mur. Et voilà, on rentre dans la pièce maîtresse. Trop bien. Le studio. Ok, alors, ça c'est quoi derrière toi, les grosses enceintes ? Ça c'est les grosses enceintes, les PMC. Au milieu, il y a les amplis, à peu près 400 watts par canal. Voilà, ça c'est le truc. Ici c'est la console analogique. En plus de ce côté-ci, la console analogique, il y a aussi des parties digitales. Alors j'emploie les deux systèmes, une partie analogique, et puis à partir de quand j'ai arrangé les choses en analogique, je pourfine en digital. Ok. Mais le gros travail est fait en analogique. Alors ces enceintes-là, c'est un peu le fleuron de PMC, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et en fait, c'est la paire, je crois, 4 ou 5 qu'ils ont vendu. On les a achetés quand ils étaient deux gars qui étaient anciennement à la BBC et qui ont commencé une société. On a été, parce qu'au début j'avais un associé et on a été à Metropolis Studios, Mastering Studios à Londres pour les écouter parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient une paire là. On les a écoutés, j'avais pris un DAT à l'époque et
On a mis le DAT et c'était incroyable. Tous les problèmes, tu les entendais directement. C'était... Ça, c'est les BB5? Oui, c'est ça, exactement. Okay. BB5 XP, oui, c'est ça. Ok, c'est devenu un peu un standard quand même. Donc toi, tu étais parmi les premiers à... C'est la paire 4, je pense, qu'ils n'ont jamais vendu. Ok, ça fait combien de temps que tu les as? On a ouvert en 95, 6, un truc comme ça. Okay. Alors voilà, ça fait 30 ans, grosso modo. Tu peux nous parler un peu de ta carrière en mastering? T'as commencé quand, toi? Bon, moi, j'ai commencé dans le métier à Londres, dans le studio qui s'appelle Morgan Studios, qui est un studio qui était à Willesden. J'ai commencé comme T-boy, comme tout le monde, et puis j'ai gravi les... C'est quoi le T-boy? C'est le pauvre con qui fait le tour pour aller chercher le café, le thé et les bières du bar au départ. Mais en fait, c'est drôle parce que je parlais de ça il y a quelques jours. C'est le système qu'ils ont trouvé à l'époque pour jeter à la porte les gens qui étaient là pour juste être avec les stars. En fait, qui s'intéressaient pas au métier, mais qui voient groovy, tout le truc. Et une fois que tu vois, les ingénieurs comprenaient vite qui étaient les gens qui étaient juste là pour se mêler avec les vedettes. Les groupies. Les groupies, voilà. C'est une bonne façon de dire en français. Ok. Et toi, tu as commencé donc en T-boy et après, petit à petit, t'es monté? Oui, exactement, voilà. Et en fait, j'ai fait quelques années en Angleterre. Et puis, le gros truc à l'époque, c'était la quadriphonie. Et en fait... On parle de quelles années, là? On parle des années, fin des années 70. Et c'était l'époque où tu avais le studio à Jamaïque, Air Studios, etc. Et plein d'artistes allaient dans des studios en Europe, Ranky Château d'Hérouville, Bowie, Elton John, etc., etc. Il y avait en Hollande aussi. Mais en fait, la raison que tous ces gens, même les Rolling Stones, ont été dans le sud de la France pour enregistrer, la raison, c'était pas parce qu'ils trouvaient que ces studios étaient formidables, mais qui c'était peut-être bien aussi, c'est pas, je n'enlève pas rien de ces studios, mais c'est parce qu'il y avait un problème que si tu enregistrais à l'extérieur tes disques, les disques étaient taxés différemment en Angleterre. Ah ouais, je savais pas. Et c'est pour ça que tu as eu tous ces groupes qui sont les gros groupes, pas les petits groupes, les gros groupes ont commencé à aller à l'extérieur. Alors comme le studio à Londres, Morgan, c'était Yes, Lou Reed, Alice Cooper, les Rolling Stones, etc., etc. Ces groupes-là, le patron a dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas un studio en Europe? Et comme ça, on peut dire que ça a été enregistré, mais ça reste dans la maison, entre guillemets. On aura des ingénieurs de son de la maison, etc. On contrôlerait le matériel, etc. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont trouvé un associé en Europe, en Belgique, qui s'appelle la famille Kluger, qui ont investi avec le studio à Londres, et ils ont ouvert un studio ici à Bruxelles. Et aux jeunes ingénieurs, ils ont proposé est-ce que tu veux aller pendant un an en Belgique et je me suis dit pourquoi pas. Je sais, c'est toujours de l'expérience et voilà. Je suis venu en Belgique et voilà, j'ai rencontré une fille belge et voilà. Et te voici ici en 2025. Exactement, je suis toujours ici en 2025. J'ai fait quelques années comme ingénieur de son dans tous les studios en Europe et en Belgique. Donc du coup, tu faisais du reg, du mix? Ingénieur de son, leur enregistrement, mix, etc. Okay. Et puis, en 95, je me suis associé avec quelqu'un qui, après 2-3 ans, est parti, parce que je faisais déjà du mastering dans les studios. Je masterisais les albums que je faisais. J'avais un banc de montage, etc. Et on faisait les masters pour le... Et à l'époque, c'était à partir de date? De DAT? Le master était mixé sur DAT ou bande, éventuellement dépendait du studio, et on rentrait ça dans un banc de montage, et puis une petite équalisation, parce que tu mixes sur 3 semaines, et voilà, les oreilles, c'est pas la même chose tous les jours, alors il fallait un petit peu homogénéiser les différents mix, mais c'est jamais grand à l'époque, c'était...
Et voilà, et on faisait un master pour partir à l'usine, etc. Mais je faisais ça dans le studio, en fin d'album, entre guillemets. On avait une journée pour faire le mastering. Et puis, je me suis associé et j'avais un ami, Dan Laxman, qui a le building ici, et qui était SynSound. Et il avait acheté le building parce qu'il avait eu un tube avec Deep Forest. Et voilà, moi j'ai demandé est-ce que tu as un étage de libre, comme ça je peux faire un studio mastering. Il était d'accord et voilà, moi j'ai ouvert un studio de mastering ici dans un étage de son building. Trop bien. En 95 et je suis ici depuis. Trop bien. Est-ce que tu nous parles de ta chaîne qu'il y a devant toi ? Je peux parler de la chaîne dans le sens que je suis très fort pour l'analogique. Je trouve que l'analogique donne une couleur que tu sais rarement avoir avec le digital, mais pas négativement vis-à-vis du digital. Le digital a aussi des trucs qui sont beaucoup côté phase et tout ça. Ça a quand même, pour faire certaines choses, c'est plus facile en digital. Alors voilà. Alors moi j'ai une chaîne où je lis ça. Bien sûr, tous les masters maintenant sont en digital. Quoique comme on peut voir, j'ai des enregistreurs, c'est des machines pour rejouer des bandes ici, quart-pouce, voilà, et pour le demi-pouce, et voilà, et comme ça, je joue les masters qu'on m'apporte, je joue ça, je passe ça dans un convertisseur, ça passe en analogique, et puis l'analogique, je fais mon travail, et puis je reconvertis ça en digital, et puis je fais du traitement en digital, et les derniers éventuellement en MS, etc. Et puis un limiting pour arriver comme les gens veulent aujourd'hui, etc. Et voilà, et puis ça rentre dans un DAW. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu des machines que tu as devant toi ? Je suppose que tu les utilises souvent si elles sont devant toi. Je veux dire celles du bureau. Oui, mais j'emploie tout. Ce qui se passe effectivement, c'est que y a une chaîne qui est, comment est-ce qu'on dit, la chaîne du moment ou la chaîne que j'emploie pour le moment. Et puis ça change. Je ne vais pas dire tous les semaines, mais allez, tous les 6 mois, j'ajoute ou j'enlève un appareil et je mets un autre. C'est un peu les goûts et les couleurs c'est pour donner un challenge aussi un petit peu, parce que tout est du très bon matériel. Hein, il n'y a rien qui diminue la qualité du travail. C'est juste que ça aide de temps en temps que quelque chose te provoque à faire autre chose, etc. C'est la même chose en studio. Hein, alors voilà, la chaîne en général passe en analogique. Je peux... tu viens juste de te mettre devant la première chose avec qui on arrive. Alors, c'est par ici. Alors, c'est le Fairchild et le Focusrite qui sont les premiers trucs où j'ai un contrôle ici sur le niveau de toute la chaîne. Et puis, j'ai un gros compresseur Fairchild. Je passe à ce moment-là à travers le Manley Passive. Et puis, ça dépend un petit peu, avec un peu de Focusrite ici. Parfois, c'est l'EQ Focusrite avant le Fairchild, et parfois, c'est le Focusrite après le Fairchild. Ça, c'est le compresseur Focusrite ? Non, ça, c'est une équalisation. Ouais, c'est ça. Et en quoi il est c'est EQ compressor. Okay. Ça, c'est la chaîne... alors ici, l'EQ passe dans un multiband, mais comme je dis, ça dépend un petit peu des titres sur lesquels on passe. Ici, tu as un compresseur multiband. Puis je passe en digital. J'ai un EQ et un compresseur digital, Weiss, qui sont, c'est une très bonne qualité. Et puis en dernier lieu, c'est le système 6000. Qu'est-ce que tu fais dans la 6000 ? La 6000, j'ai ça dépend. C'est très flexible. Alors, ça dépend de quel est le problème dans le mixage du titre. L'EQ Weiss peut travailler en MS. Alors, je peux faire les extérieurs ou le centre, équaliser différemment si je veux. Pas nécessairement, hein, mais si je veux. Même chose ici avec les compresseurs EQ
système 6000. Alors j'ai un choix du style, de truc d'espace, et puis il y a le limiteur de fin qui enlève un peu les pointes qui sont créées. Okay. Et voilà. Et puis ça se passe à ce moment-là dans le dos. Alors quelque part. Quelques plugins dans le dos? J'emploie pas de plugin. Okay. C'est vraiment j'ai rien contre les plugins, c'est pas ça le truc. Tu restes. Je reste dans la chaîne et les plugins. J'ai quelques plugins dans la machine parce que quoi qu'il se passe, quand tu travailles, tu fais un album, 12 titres. Quand tu arrives à la fin de la journée, déjà tous les titres sont différents et on ne s'est pas sauvé de l'analogique. Alors de temps en temps, il y a un titre qui est un tout petit peu moins brillant ou un tout petit peu moins fort. Alors tu as un petit truc pour ajuster l'homogénéité de l'entièreté de l'album. Alors j'ai un petit plugin pour, mais en général j'emploie pas. J'ai rien contre, hein, c'est pas ça. Ok, ça c'est ta manière de travailler. C'est ma manière de travailler, exactement. Et du coup le limiteur, dans la 6000, hein, tu utilises celui de la 6000. Oui, tout à fait, c'est la chose. Trop bien. Est-ce qu'on parle un peu des bandes aujourd'hui? Comment tu les utilises? C'est juste pour lire des masters, quoi, juste pour lire des masters. Bon, il y a deux choses, c'est que j'ai eu quelques clients qui sont j'ai vu qu'il y avait des bandes, etc. Est-ce qu'on peut pas enregistrer mes masters sur le truc? Je dis oui, viens avec une bande, ok. Puis tu trouves quelqu'un avec les bandes test et on peut réaligner ta bande pour ma machine, parce qu'une bande, c'est pas comme une cassette que tu mets dans n'importe quelle machine. Il faut réaligner par bande la machine pour la bande. Alors là, ça prend peut-être une demi-heure pour le faire. Et par bande, etc. Alors je leur explique et puis ils font oui, ça va coûter assez cher pour faire ouais. Et honnêtement, parce que moi en studio quand j'étais ingénieur de son, effectivement la bande fait une différence. Mais ce que tu fais, c'est que quand tu enregistres et tu fais un mix, tu écoutes ton mix, tu le rejoues de ta bande et tu dis la caisse claire manque un petit peu de pêche. C'est ton mix que tu changes, c'est pas la bande qui change le truc. Ça te donne une entente de l'effet de la bande à ce moment-là. Alors, comme tu sais pas mix, quand tu mets sur la bande, tu sais pas changer le mix. Ouais. Ça sert pas beaucoup à le passer à travers des bandes. Ça donne une couleur peut-être, mais voilà. Encore le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà, exactement. Je ne trouve pas, certainement pas pour le prix que ça coûterait le client. Et l'analogique quelque part a plus à faire que l'effet d'une bande. Voilà. Okay. Voilà, ça c'est mon avis. Hein. Pardon, j'ai topé le micro là. T'inquiète. Tu nous parles de quelques autres machines qu'on a là ici en rack. Le massif passif, tu l'utilises souvent ou pas? Quasi tout le temps. Honnêtement, vraiment, ça c'est un des EQ les plus jolis, les plus rock'n'roll entre guillemets. C'est pas un truc de fignolage. Mais c'est vraiment un truc pour donner du caractère. C'est un peu dans le style Pultec si tu veux, mais avec multi-bandes plutôt que les 3 bandes plus ou moins d'un Pultec. Voilà, c'est vraiment un appareil que j'ai acheté quand c'est sorti. Il est rentabilisé, lui. Et lui, il a vraiment, voilà, j'ai vraiment joué. Et en fait, au-dessus, j'ai un Manley MU, qui est un compresseur à lampe aussi. Et j'ai travaillé avec ça pendant des années, les deux là. Et c'est quand j'ai acheté le Fairchild, c'est trop, quoi. Si tu emploies les deux, tu as vraiment trop de son. Une lampe, c'est pas nécessairement toujours positif, tu comprends, quand ça s'accumule. J'ai eu la même chose avec le multiband. J'ai employé pendant des années le TubeTech comme multiband. Et puis quand j'avais le Fairchild, le TubeTech, c'était trop, quoi. Alors j'ai préféré garder le Fairchild, et ça en backup, hein, si j'ai envie de changer de chaîne. Et puis j'ai pris un classe A en multiband, plutôt que avoir encore du son de tubes, de lampes.
Ok. Pour, Et du coup, le multiband, est-ce que toi, tu utilises souvent et vraiment les fonctions de compression des bandes? Ou c'est juste pour l'EQ, la couleur du tube tech, etc. Ça dépend. En fait, bon, chacun a son truc. Moi, je suis pas. J'emploie le multiband. En fait, c'est ce que moi je travaille le plus avec, c'est les temps d'attaque et les temps de release. Quand, même sans que le meter bouge, si tu veux, tu entends que ça bouge. Souvent, les gens disent, ouais, mais on voit pas les trucs qui font ça. Et je dis, oui, mais écoute, tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est si tu changes les temps d'attaque, tout d'un coup, il y a une façon que la musique respire différemment et que tu n'as pas besoin d'avoir des... voilà, c'est pas comme quand tu mixes, tu veux qu'une voix elle réagisse, tu vois, que sur tous les parties du jeu. On n'essaye pas de changer la dynamique totale de ce qu'on est en train de faire à l'intérieur du morceau. Ok. Alors voilà, je suis plutôt... j'emploie la compression, bien sûr, mais c'est les temps d'attaque et les temps de release qui jouent souvent. Pour moi, la musique est plus importante, c'est pas le côté technique, entre guillemets, qui... Ok. Alors, du coup, ça fait quand même 30 ans que tu fais du mastering, c'est ça? Oui. Comment toi, tu as vu évoluer un peu le métier? C'est un peu comme tout le monde. Je me rappelle Ian Cooper à Metropolis qui me disait... il a fait un jour un album pour un très très grand groupe. Et il a eu un coup de téléphone le jour après en disant que le groupe disait « Oui, mais c'est très bien ce que tu as fait, mais notre batteur avait un plugin dans son Pro Tools de l'époque et il a fait un master et ça sonne plus fort. » Et c'est un peu le problème, c'est que cette course vers le niveau et l'aplatissement, c'est ça qu'on dit, le flattening de musique, pour le client, pour les personnes qui écoutent, la joie d'écouter de la musique, c'est aussi la dynamique de cette musique. Je ne dis pas que ça doit être du classique, je ne cherche pas, et je ne veux pas être vieux jeu, etc. Mais il y a quand même une exagération. Tu vois, quand les gens savent avoir un plugin chez eux, parce qu'ils ont des petits haut-parleurs, tu vois, la taille d'un paquet de cigarettes, et que quand ils le mettent sur ça sonne fort, c'est pas un critère de est-ce que j'ai fait un bon boulot. Hein, voilà, alors, tout en dénigrant personne, je veux dire. Ok. Et tu trouves qu'on est encore plus fort qu'il y a 10 ans, ou on serait un peu dans un creux de la... Parce que moi, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais qu'on est peut-être un peu moins dans cette course qu'il y a 10, 15 ans. Là, jusqu'à quand la question était qu'est-ce que tu as vu sur l'évolution, sur le truc, et ça c'est le truc que je trouve un peu triste. Mais effectivement, maintenant, on est un petit peu... Mais ça reste que... Ça reste un problème. On est au plus fort. Voilà, tout le monde, on est bloqué au plus fort, entre guillemets. Et disons que ce qui se passe maintenant, c'est que avant, les gens faisaient une production chez eux, puis ils venaient au mastering, et on essayait d'aller au plus fort pour que ça reste quand même cohérent, etc. Mais maintenant, les gens ont les plugins chez eux, alors c'est sur chaque instrument ou chaque chose, et chaque chose est écrasée dans des boîtes, etc. Et c'est plus dense et plus... Et toi, qu'est-ce qu'on t'envoie? On t'envoie le mix avec un limiteur final, sans les deux? Comment t'aimes travailler? Qu'est-ce que tu demandes aux clients? Souvent, moi je dis un petit compresseur, pas limiteur, hein. Un compresseur, c'est pas une mauvaise chose, parce que ça homogénise tout. Et honnêtement, un compresseur, c'est aussi un mix, dans le sens, c'est peut-être un appareil, mais c'est... Pendant que toi tu mixes, lui est en train de mixer aussi, le compresseur. Alors, quelque part, si tu as pris des décisions
avec ton compresseur, ça fait partie de ton mix. Tu peux pas juste l'enlever et dire que voilà, je t'envoie le truc sans une partie de mon mixage, quoi. Ouais. C'est un peu ridicule, quoi. Mais t'es pas confronté. Et du coup, est-ce que tu demandes qu'on t'enlève le limiteur final? Limiteur, généralement, je dis de pas employer. Et est-ce que tu te retrouves pas des fois dans la situation de le limiteur était à donf? Ouais. Et du coup, il faisait comme Absolument. Un compresseur, il faisait groover, etc. Comment tu fais pour retrouver ça, toi? Tu le retrouves toi-même? Ça dépend. S'ils ont vraiment été trop loin, je leur dis, reviens avec un truc qui a pas de... Ça sert à rien que je fasse quelque chose sur quelque chose qui est tellement illimité, qu'il n'y a plus rien, plus de dynamique, qu'il n'y a plus rien dedans, quoi. Alors, ça sert à rien. Moi, je ne sais rien faire. Je ne sais pas enlever un limiteur. Alors, ça c'est rare que je renvoie quelqu'un, mais si c'est vraiment trop écrasé. Mais généralement, les gens qui viennent ici, ils sont pas stupides, quoi. Je veux dire. Okay. T'as des clients bien éduqués. Voilà. Oui. J'imagine que les boîtes qui font du online mastering ont plus de problèmes que moi avec ce genre de choses. Okay. Est-ce que tu accueilles beaucoup de clients? Est-ce que tu fais beaucoup d'accueil, toi? D'accueil? Des gens qui viennent pendant la session assister à la session. Ah, je préfère, moi. Toi, tu préfères? 100%. Est-ce que la musique est un truc qu'on fait tout seul? Non. C'est un truc qu'on fait en collaboration, que ce soit à l'enregistrement de la guitare ou de la voix ou du truc, de mastering. Je trouve que quelqu'un de responsable, entre guillemets, doit être là pour, même si c'est pas dire je veux ça, c'est même pour donner... c'est la même chose que quand on fait un solo de guitare, il y a il y a le producteur et qui fait ouais, ok, celui-là est bon, tu vois, c'est un peu c'est la bonne direction. That's how we make music, you know, not baked beans, tu vois, je veux dire, c'est un truc. Okay. Et alors, qu'est-ce qu'on fait si on vient à une session ici? Comment on te facilite la vie? Comment est-ce qu'on facilite? Comment est-ce qu'on prépare les fichiers, etc. C'est quoi les bonnes pratiques? C'est des waves, 24 jusqu'à 96. Voilà, moi je peux prendre tout ça. Je vais dire honnêtement, moi je préfère qu'on vienne avec ça, sur qu'on l'envoie par l'internet. Est-ce que tu veux qu'on rajoute quelque chose ou je conclue? On peut peut-être avoir une petite discussion avec Arnaud, mon associé, peut-être, qui voilà, pour voir s'il a, parce que lui a une vision un peu plus, entre guillemets, moderne ou jeune d'aujourd'hui sur le travail. Okay, voilà. Je fais une petite séquence sur ça, là. Ok. Et on va parler au nouveau, ici. Au nouveau ici, oui, tout à fait. Ça fait quelques années quand même qu'il est là, mais c'est certainement, il a une expérience maintenant qui est tout à fait à la hauteur. Allez, merci Alan. De rien. À bientôt. Ciao. Alors, t'es le nouveau, bon, t'es pas non plus le stagiaire, hein. Non, il parlait du T-Boy tout à l'heure, j'ai pu dépasser ce stade-là. Mais j'ai dû faire le T-Boy quand même. Ah ok, alors raconte-nous, comment t'es arrivé ici toi, Electric City? Alors moi je suis arrivé ici via Kid Crème, qui est un artiste qui a bossé avec Junior Jack. Et en fait, Alan a fait le master de Junior Jack à l'époque. Et il y a 4 ans, il a fait le mastering de Stéréoclip, le 2 ou 3e album. Et à l'époque, j'étais dans le studio de Kid Crème, qui revient d'une journée de mastering de chez toi, et qui me dit, en fait, tu dois rencontrer Alan Ward. Il était content. Il était ravi. Ça fait des années que vous bossez ensemble, je pense. Hein. Ça fait, avec Twito, hein, depuis le début de Electric City, je pense, parce que Vito, il est sorti dans les années 2000, moi je me souviens. C'est le fameux album avec l'aiguille de vinyle dans le bras. Magnifique, il est là-bas d'ailleurs. Et j'ai pris contact avec Alan, on s'est rencontrés, première journée où j'étais censé venir rencontrer Alan, écouter la room, tout ça, on a passé 4 heures à parler. Et puis j'ai dû, à peu près de tout ce que tu viens de parler, l'expérience, le comment, comment est-ce qu'il est arrivé en Belgique, mes expériences, comment moi je suis arrivé dans la musique. Et puis ça a été à la fin du rendez-vous, il faudrait peut-être que tu reviennes pour écouter la room. La deuxième fois, ça a fait la même chose et à la fin, à un moment, il a fait, alors on va s'arrêter. On va aller écouter la room et on va savoir. Et ça a commencé comme ça, quoi. Et puis de là, ça a été, tiens, j'ai une session de mastering, t'as pas envie de venir voir ce que ça donne? Je suis venu voir ce que ça donne. Et puis ça a été participer, effectivement, avec les artistes, le T-Boy. Et puis maintenant, quand Alan masterise, je fais computer operator, on va dire. Je prépare la session, je fais les recs, les tones. Voilà.
Mais t'as aussi Et maintenant, j'ai mes séances que je fais aussi du mastering ici. Toi, tu viens d'où musicalement? Enfin, qu'est-ce que t'as fait Alors avant le musicalement, mastering? moi je viens de la musique électronique. J'avais un label qui s'est arrêté en 2018, qui était Electronical Reads, dans lequel j'avais un ami qui était artiste, Félix Cage, et c'est avec lui que j'ai commencé à faire des mix en musique électronique. J'ai fait mes études d'ingénieur du son à l'IAD. Et en sortant, je connaissais déjà Félix, et lui se lançait dans la musique. J'ai commencé à faire ses mix, puis je suis rentré dans le label, puis j'ai commencé à faire les mix des artistes. Notre ingénieur du son de mastering du label est parti, donc j'ai pris la suite. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le mastering, qui au début était un peu... je préférais le mix, et je me suis vite rendu compte, entre autres en rencontrant Alan, que c'était d'abord un boulot à part entière. Mixer et masteriser, c'est vraiment deux boulots différents. Et que le mastering était tout aussi sexy, on va dire, que le mix, même si beaucoup de gens pensent que c'est OK, online, Dolby, Lander, machin, et c'est plié. Il y a quand même un petit peu de... Alors, on parle de quelle époque, du coup, quand tu es arrivé là ici? Quand je suis arrivé ici, c'était il y a 4 ans, donc on est en 2021, juste avant le Covid, hein. Enfin, de 2020-2021. Puis il y a eu l'arrêt Covid, et puis on a repris... la rencontre, l'évolution, et puis les évaluations, et puis finalement le fait que j'ai des sessions au studio, quoi. Okay. T'es content de bosser ici, l'équipement Ah, c'est incroyable. Les PMC, c'est bien? Quelle différence. Ah, alors la première écoute des PMC, ça a été, je veux dire, une révélation. Je sais pas si tu connais l'outil Flux Analyzer, qui est un outil où tu peux voir en vertical, en horizontal, tout ce qui se passe. Mais en fait, sur les PMC... morceau de Peter Gabriel, Sledgehammer, j'ai vu un arbre de Noël. J'ai vu la verticalité, l'horizontalité, la profondeur, et là j'ai fait OK. Sincèrement, j'avais encore jamais entendu ce type d'écoute tellement ouvert en hauteur. Et là c'était OK, ouais, la salle, et tu peux pousser, t'as pas mal aux oreilles. Et si effectivement, comme disait Alan tout à l'heure, si t'as mal, c'est qu'il y a un moment, il y a un problème. Et ça permet justement de régler les problèmes. Alors le côté analogique, moi j'étais tout in the box avant. Ouais. Et le côté analogique, ça permet vraiment en fait de te mettre sur les boutons, de te concentrer sur ce que tu écoutes, de ne pas regarder l'écran pour savoir comment ça tourne. Et en fait, tu écoutes plus que ce que tu regardes. Parce que c'est vrai que finalement, avec le digital, on est fort souris. Et avec la souris, on regarde un petit peu ce qu'on fait. Avec l'analogique, il y a ce côté, tu peux fermer les yeux et réellement écouter, quoi. Ok. Et quand tu es arrivé, alors du coup, tu travaillais in the box, tu as dit, tu avais envie de toucher aux machines ou ça t'ennuyait un petit peu? Est-ce que tu trouvais déjà ça Ah non, c'était le premier truc que j'ai envie de faire ici. C'était alors, je peux essayer? Ok, trop bien. Et Alan, de manière très perspicace, m'a d'abord dit, tu vas d'abord t'occuper des deux machines-là. Et tu fais quelque chose avec ça pour Quelle comprendre. machine, du coup? Alors, j'avais commencé avec ces deux-ci. Avec le Focusrite et le Maselec, qui donc sont un EQ et un compresseur multiband. Ouais. Et ça a été, commence un petit peu avec ça. Ça passait dans toute la chaîne, mais c'était, voilà, il y a l'original, il y a ce qui passe dans la chaîne, essaye de récupérer l'original, parce que la chaîne apporte déjà quelque chose rien que de passer dedans. Essaye déjà de récupérer au niveau de la dynamique et des fréquences pour comprendre comment les deux machines fonctionnent. Et au fur et à mesure, on a rajouté, jusqu'au jour où c'était, tiens, voilà, tu as toute la chaîne, prends ce morceau-là, je pense que c'était un morceau de Vito, justement, de Junior Jack. Parce que comme je connaissais, c'était, entre guillemets, je l'avais dans les oreilles, ça permettait de pouvoir faire quelque chose. Et c'est un des premiers morceaux, je pense, avec lequel je me suis entraîné sur la chaîne. Parce qu'évidemment, avant d'avoir un client qui vient pour un joli mastering, il vaut mieux comprendre ce que tu fais, quels sont les outils, comment ça fonctionne. Et donc j'en ai fait quelques-uns comme ça en test jusqu'au moment où ça a été OK. Je comprends, j'arrive à ce que je veux. Par rapport à la chaîne en numérique, donc le in the box, j'arrive à retrouver mes repères. Et donc de là, j'ai passé mes clients où j'étais in the box avec la chaîne d'Electric City. Et comme Alan, pas de plugin? Alors moi j'ai mon ordi qui... ouais. Moi j'ai mon ordi, je peux faire du stem mastering, ça c'est déjà la grosse différence entre Alan et moi. Je suis pas un grand fan parce qu'effectivement si le client est pas là, c'est des décisions qui sont importantes et elles sont compliquées parfois à voir, mais quand tu commences à connaître l'artiste, c'est des décisions que tu sais prendre assez facilement, donc ça c'est chouette. Et alors, comme j'ai mon ordi et je fais jouer le morceau de base dans Logic, moi,
ce qui me permet parfois de faire un petit EQ avant de rentrer dans la chaîne ou de mettre un petit compresseur pour donner un petit peu de pompage, par exemple, quand parfois le morceau est trop plat, surtout en musique électronique, envie que ça vibe un peu avec le kick et tout ça, ça m'arrive de mettre un petit API 2500 ou un SSL, le compresseur SSL. Ok. Du coup, tu as ce background en musique électronique. Ouais. Est-ce que tu fais pas mal de musique club, quoi, pour les DJ orientés Oui, alors on avait un label qui allait de la deep house jusqu'à la techno. Et majoritairement, on était deep house techos, un peu musique berlinoise comme ça, très chaleureuse. J'aime beaucoup la house, je viens de la house, c'est ce qui m'a mis dans la musique électronique. J'ai été DJ aussi, donc DJ autant en musique radio qu'en musique club. Donc ouais, ce côté musique électronique, il faut que ça vibe, il faut que ça fasse bouger. Je l'ai expérimenté sur le dance floor, je l'ai joué. C'est important d'avoir maintenant... cette culture du coup pour masteriser ces styles de musique ? Non. Non, il y a un moment, en fait tu dois... Je pense que l'important c'est d'arriver à sentir la musique. Faut pouvoir la vivre. Alors c'est plus facile évidemment si tu es ouvert à la musique que tu masterises, mais je suis pas certain que le fait d'avoir une culture qui est dedans à fond soit à ce point-là important. Par exemple, on est sur une personne qui vient pour faire un album de funky quoi. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple parce que j'adore le funk, mais c'est pas le premier truc que j'écoute si tu veux. Mais j'ai adoré le groupe Jazzanova, ils sont dans la même vibe, et en fait t'écoutes le truc et t'as juste envie que ça vibe. Après travailler sur un morceau où tu sens pas la musique, tu arrives avec du death metal ou un truc du style, c'est peut-être pas le premier truc où je vais dire ouais je vais réussir à le faire parce que je suis pas un gros rockeux quoi. Donc peut-être que je vais prendre les mauvaises décisions par rapport au style. Et là alors par contre ce que je vais faire en tant qu'ingénieur du son de mastering, c'est aller prendre des références, écouter un peu ce qui se fait et puis mettre sur la session. Okay. Et le mieux évidemment c'est d'avoir le client qui est là pour pouvoir aussi prendre les décisions avec lui parce que quel que soit finalement le style dans lequel tu te trouves, tu prends la musique électronique en référence. Et j'adore quand un kick vient et te tape dans le corps, si tu veux. Si tu es en club, tu as envie de sentir un petit peu cette vibe. Et il y a eu tout un moment où c'était plutôt la basse qui prenait le bas et le kick qui faisait pic. Mais c'était un choix. Et c'était un choix de l'artiste. Donc si l'artiste n'est pas là, parfois tu vas prendre les mauvaises décisions. Donc c'est gai d'avoir l'artiste qui vient, qui est avec toi et qui dit voilà, là, moi je te propose ça, le morceau je le sens comme ça, j'ai envie d'aller vers ça. Et l'artiste qui dit à fond on y va, ou pas du tout, ou attends, on écoute l'un et l'autre et on prend une décision, quoi. Et c'est pas trop dur, l'artiste, s'il arrive dans cette pièce, il l'a jamais écouté, de se baser un peu sur son avis pour prendre une décision ? Je te propose d'écouter la pièce. On va écouter tout à l'heure. Ouais. Okay. Tu vas vite comprendre qu'en fait, à partir du moment où tu es là, et même si tu es là, il y a des décisions, en fait, c'est juste, j'ai le terme anglais qui vient, qui est obvious. Évident. En fait, tu sais pas, c'est pas possible d'aller dans une direction qui est entre guillemets pas la bonne. Tu peux faire des choix qui sont peut-être pas ceux de l'artiste, mais tu peux pas te tromper, quoi. Ok. Voilà. Hâte d'écouter ça. Ah écoute, la chaise est là. Merci à tous les deux. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt.